Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Il est 10h02. On va lancer ce webinaire dédié à la valorisation des coproduits dans la filière alimentaire. Je voudrais commencer par remercier nos intervenants et vous remercier vous, participants, de vous être connectés. On est ensemble pour 2 heures. Pour rappel, voici le programme de cette matinée. Je vais commencer par vous présenter quelques données de contexte sur la question des coproduits. Et ensuite, on a plusieurs intervenants qui vont venir nous présenter des voies de valorisation possibles et notamment donc Actalia, Idémer, Opal, le LBCM et une start-up qu'on est très content d'accueillir, In Extremis, qui valorise les coproduits dans son activité quotidienne. Alors, on va commencer par des définitions de base. Je voulais juste vous prévenir que, étant donné qu'on est nombreux, vous ne pourrez pas prendre la parole en tant que participant. Par contre, vous avez la possibilité de poser des questions. Il y a une rubrique là-haut qui s'appelle Q&R, donc n'hésitez pas. On lit vos questions, on les adressera aux intervenants si elles leur sont directement destinées. Et de toute façon, après le webinaire, on garde toutes vos questions. Celles auxquelles on n'aura pas pu répondre, on y répondra par la suite. Voilà, donc n'hésitez pas à échanger, enfin à poser vos questions par écrit. On surveille cette partie-là du chat. Voilà. Écoutez, c'est parti. Juste pour qu'on sache bien de quoi on parle sur les coproduits, il y a 3 définitions en fait à retenir. D'abord, il y a la définition de déchet, c'est ce dont on se défait ou dont on a l'obligation de se défaire. Il y a les sous-produits qui, eux, sont définis réglementairement. Donc, je vous ai mis la définition là. Donc, globalement, c'est une substance qui résulte d'un processus de production, mais qui n'est pas le produit qu'on cherchait à obtenir. Euh, et cette substance sera utilisée ensuite. Donc ça, c'est un sous-produit. Le terme de coproduit n'est pas défini dans la réglementation, pas en tant que tel. Donc, certains textes précisent quand même que les conditions dans lesquelles un coproduit peut être exclu de la notion de déchet, parce que vu qu'il n'y a pas de réglementation, on pourrait l'assimiler à un déchet. En gros, c'est une substance qui n'est ni un produit, ni un résidu, ni un déchet, et dont la valorisation économique est totale, et dispose même parfois d'un marché de cotation. Donc, ça couvre un grand nombre de produits, notamment les coproduits de l'industrie laitière, les écarts de production. Voilà, donc c'est quelque chose qui est globalement assez large. Euh, donc, là, je vous ai mis des exemples de coproduits euh, par, euh, par secteur alimentaire, donc les produits laitiers, la meunerie. En gros, c'est des coproduits qui sont valorisés de façon globalement très efficace aujourd'hui. Alors, les coproduits, ça avait beaucoup d'importance en période de pénurie, donc au début du siècle, on réutilisait tout ce qui pouvait l'être globalement. Et puis, quand l'industrie a commencé à produire en masse, à bas coût, finalement, recycler à usage alimentaire, c'était plus franchement une priorité. Et ça l'est redevenu. Je vous ai mis un graphe qui m'a paru intéressant. C'est globalement le nombre de publications qui traitent de coproduits ou de sous-produits. Depuis les années 90, on voit que finalement ça explose. Donc il y a un vrai intérêt économique, mais aussi dans le cadre de l'économie circulaire sur cette question des coproduits. Je vous rappelle juste les réglementations qui s'appliquent euh, aux coproduits, à la valorisation des coproduits alimentaires. Donc, on est beaucoup dans l'économie circulaire, hein, le paquet économie circulaire de l'Union européenne qui encourage la valorisation des déchets, donc finalement la, la valorisation en coproduits alimentaires. Et il y a en France la loi AGEC, donc la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire, qui aussi encourage la réutilisation et la valorisation des coproduits. Donc ça, c'est les 2 réglementations. Il y a aussi des normes, comme on est dans le coproduit alimentaire, forcément. euh, il y a des normes qui s'appliquent. Le fameux règlement 178-2002
sur notamment la sécurité des aliments, la traçabilité alimentaire, et il y a un règlement spécifique pour les sous-produits animaux et leur valorisation. Les gens du secteur le connaissent forcément. Et puis il y a de la partie étiquetage les normes d'étiquetage en fait, s'appliquent, aussi, aux coproduits. Alors quand on parle de coproduits, de quel volume on parle? Alors, globalement, j'ai cherché plusieurs sources et je vous donnerai, ensuite la biblio qui a permis de faire cette présentation. Mais l'ADEME parle de 50 millions de tonnes de biomasse chaque année, issues de l'agriculture. Et pour le secteur agroalimentaire, on est entre 10 et 13 millions de tonnes de coproduits. Donc les volumes sont là. Évidemment, ça dépend, forcément du secteur, de la filière concernée. Donc sur cette diapo, vous pouvez voir que, donc l'agriculture, est très, une, source, très importante de coproduits. Et ensuite, il y a différentes industries, donc l'industrie laitière, transformation de fruits et légumes, les céréales, et cetera. Pourquoi ce matin on a décidé de vous, parler des coproduits? Parce que, c'est un enjeu financier, pour la filière, et c'est aussi un enjeu d'économie circulaire. Donc valoriser des coproduits, ça permet de réduire les coûts, d'élimination des déchets, et ça peut être aussi une nouvelle source de revenus quand on arrive à en faire des produits à forte valeur ajoutée. Vous verrez quelques exemples, tout à l'heure. Hem, un rapport d'INRAE parle d'un marché potentiel des coproduits de plusieurs milliards d'euros. Quant au lactosérum, pour ce cas particulier, la valorisation représente environ 1 milliard d'euros pour la filière laitière, pour l'industrie laitière. Voilà, donc il y a des subventions, des incitations, notamment au niveau européen, avec des financements de projets autour de la valorisation des coproduits. Et quand on parle de voies de valorisation aujourd'hui, globalement, les coproduits, ça part, en alimentation animale. On pense notamment, aux coproduits des secteurs oléagineux, protéagineux. Ça peut partir aussi dans d'autres industries, le lactosérum notamment, qui est utilisé, dans l'industrie des produits, de nutrition. On peut aussi faire de la production, énergétique. Vous avez peut-être entendu parler de Veolia et Danone qui s'étaient associés pour, transformer le lactosérum en biogaz. Donc ça permet d'économiser dans leur cas des coûts, enfin de l'énergie, quoi. Voilà, donc les opportunités à venir, ce qui, explique encore une fois qu'on a décidé de consacrer 2 heures à cette, thématique. Hem, il y a l'économie circulaire, le potentiel de croissance de l'économie circulaire. Il y a aussi tout ce qui est enjeux environnementaux et sociétaux, forcément. On réduit le gaspillage et on valorise les ressources, au maximum. Et puis il y a comment dire? Cette incitation des pouvoirs publics sur, ces thématiques, et surtout des technologies innovantes qui permettent de trouver de nouveaux débouchés. C'est un peu l'objectif des, chercheurs de l'Institut Carnot Agri-Food Transition, c'est de trouver de nouveaux, débouchés. Ce qui est intéressant avec les coproduits, c'est que souvent ils sont valorisés en local, et ça, c'est une vraie demande, enfin, c'est le sens de l'histoire finalement. Hem mais il y a aussi des questions qui se posent, notamment, j'ai mis la concurrence entre la nutrition animale et la méthanisation. Vu qu'il y a de plus en plus d'installations de méthanisation, finalement, on se pose la question de la voie de valorisation. Je me rends compte que, je ne me suis pas présentée. Donc, je finis par ma présentation. Je m'appelle Françoise Gorga et je travaille pour l'Institut Carnot Agri-Food Transition. L'Institut Carnot, globalement, c'est un ensemble de chercheurs qui travaillent sur des thématiques très différentes, mais d'intérêt pour une filière en particulier. Et notre Institut Carnot s'occupe de la filière alimentaire, donc de l'amont agricole jusqu'au transformateur. Et on a donc 17 unités de recherche qui représentent à peu près 640 chercheurs. Donc là, vous les voyez, on est très bretons pour le coup. Et je vous ai mis pour, certaines de ces, unités de recherche qui vont prendre la parole tout à l'heure, leurs compétences sur la partie coproduit. Évidemment, ils ont d'autres compétences. Donc l'objectif, c'est vraiment que vous puissiez savoir à qui vous adresser en fonction de vos besoins. Donc la revue de compétences qu'on va faire ce matin, a cet objectif-là, vous faire savoir quels sont les derniers travaux sur la question des coproduits, et peut-être vous donner des idées, et aussi vous permettre de savoir à qui vous adresser en cas de besoin. Je vais arrêter le partage et je vais passer la parole à notre première intervenante. Je vous rappelle que si vous avez des questions, vous pouvez,
les poser dans le chat. On va suivre ces questions-là. Odile, je te laisse. Donc, je passe la parole à Odile Parizel d'Actalia. Elle va se présenter et pas enfin, pas comme moi. Et voilà, à toi la parole. Merci Françoise pour cette introduction. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous voyez bien ma présentation? Parfait. C'est tout, ok. Ravie d'être là avec vous ce matin. Donc, je suis Odile Parizel, responsable des études qualitatives consommateurs chez Actalia Innovation. Et donc, pour prendre la suite de Françoise sur cette introduction, je voulais commencer par vous parler des perceptions des consommateurs vis-à-vis des coproduits. Hop. Voilà. Comme bon nombre d'entre vous, j'imagine, si vous êtes là ce matin, les industriels cherchent de plus en plus à valoriser leurs coproduits pour des enjeux environnementaux et économiques, comme Françoise en a parlé. Néanmoins, le succès d'une innovation ou d'un produit à base de coproduits ne réside pas uniquement dans la levée des verrous technologiques et des contraintes techniques, mais également il faut que ce produit soit in fine consommé, utilisé par les consommateurs, d'où l'importance de comprendre les perceptions de ces consommateurs vis-à-vis de ces coproduits. Donc, je vais vous présenter aujourd'hui des résultats, une synthèse très très courte d'une revue de littérature que j'ai faite l'année dernière sur la durabilité en général, qui portait sur les perceptions des consommateurs et le comportement des consommateurs vis-à-vis de la durabilité et l'identification des leviers pour favoriser leur acceptabilité, en vous présentant aujourd'hui le focus sur la partie coproduit. Donc cette synthèse en fait va porter sur à la fois des articles de la littérature scientifique et des apprentissages que l'on a eus nous-mêmes au sein d'Actalia Innovation sur des projets que l'on a menés. Donc ça porte plutôt sur des travaux après 2020 dans des pays européens et sur des produits alimentaires, de telle sorte de s'adresser, de comprendre les perceptions des consommateurs qui nous concernent, nous, en tant que plutôt résidents en France, acteurs français. De façon générale, aujourd'hui, on observe une part encore faible de consommateurs qui sont spontanément attirés par les coproduits et à la fois un rejet pour certains consommateurs vis-à-vis de ces coproduits et de façon assez originale par rapport aux coproduits, c'est des consommateurs qui sont enclins à payer moins cher pour des aliments qui contiennent des coproduits. Donc, parmi les consommateurs qui sont plus enclins, on va retrouver des consommateurs qui sont sensibles à la durabilité, aux aspects environnementaux, voire même sociétaux. Des personnes qui ne sont pas néophobes, ni technophobes, c'est-à-dire qui n'ont pas de peur vis-à-vis de la nouveauté, des nouveaux aliments ou des nouvelles technologies. Et des personnes qui sont familiers vis-à-vis du coproduit dont il est question. Et les consommateurs moins enclins, à l'inverse, ça va être des consommateurs qui vont plutôt rechercher d'autres bénéfices dans leurs achats alimentaires, soit une logique plutôt de prix, du plaisir alimentaire ou de la praticité, et puis des personnes qui ont plutôt un caractère néophobe, technophobe, ou qui ne sont pas familières vis-à-vis du coproduit. Donc ça, c'est des points assez majeurs sur sur les profils des consommateurs, à savoir qu'ils peuvent diverger en fonction du coproduit traité, notamment en termes d'âge, de CSP, puisque ça dépend beaucoup du bagage culturel de chaque consommateur vis-à-vis des coproduits. Parmi les freins majeurs identifiés, je voulais vous en présenter 4 ce matin qui me semblaient les plus importants. Le premier, c'est la perception d'un produit de moindre valeur, puisque ces coproduits sont aujourd'hui dans la tête des consommateurs perçus généralement comme des déchets, des produits qui sont réutilisés ou recyclés, donc perçus comme des produits de moindre qualité, moins chers, puisque pour les consommateurs, c'est les produits qui ne sont pas valorisés, qui n'ont pas de coût, qui ont un prix très bas. Donc, c'est par exemple dans le cas du projet Fairchain dont je vous parlerai tout à l'heure, des consommateurs qui, vis-à-vis du lactosérum, se souvenaient que c'était le produit qu'on donnait aux cochons. Le deuxième frein concerne en fait l'ensemble des peurs qui sont liées aux méconnaissances des consommateurs, donc les peurs vis-à-vis de l'ingestion d'un produit nouveau, la néophobie, vis-à-vis des nouvelles technologies qui peuvent aussi apparaître dans le cas de certaines innovations intégrant les coproduits, donc c'est la technophobie. Et puis une peur qui est spécifique aux coproduits, c'est celle qui concerne la sécurité alimentaire, encore une fois dans le sens où les coproduits sont considérés pour les consommateurs comme des déchets.
Le troisième frein majeur, c'est le manque de projections sensorielles ou des projections qui sont biaisées, qui empêchent le consommateur de se projeter sur ce que sera le produit qui intègre ces nouveaux coproduits, ces nouveaux ingrédients. Est-ce que c'est un produit qui sera identique à un produit de référence ou pas? Et par exemple, ici, vis-à-vis du lactosérum, des consommateurs qui plutôt faisaient référence à quelque chose de chimique, de par la terminologie de lactosérum, ou encore des personnes qui se projetaient plutôt sur quelque chose de type lait concentré, puisque le sérum évoquait plutôt la crème, quelque chose de consistant, de compact. Et enfin, le quatrième frein, qui est un frein global pour tous les produits durables, c'est que la durabilité n'est aujourd'hui pas le seul facteur pris en compte dans les choix, et d'autant plus ces dernières années, et cette année tout particulièrement, où le plaisir gustatif, l'expérience est le driver principal, et puis la logique de prix avec l'inflation qu'on a connue actuellement, mais il y a d'autres facteurs qui peuvent être pris en compte, comme la praticité ou l'utilité perçue, le bénéfice nutritionnel, etc. Néanmoins, on a identifié différents leviers possibles. Le premier, c'est de pouvoir identifier et comprendre vos consommateurs au regard du coproduit que vous souhaitez utiliser, de comprendre les perceptions en termes de croyances, de projections, qu'elles soient sensorielles, nutritionnelles, santé, etc. Les peurs, mais également les motivations vis-à-vis du segment de produit projeté. Si vous projetez sur un produit qui va plutôt être, je sais pas, un biscuit, on sait qu'on est plutôt sur l'axe du plaisir ou voire même de la praticité dans certains cas. Donc, il est important aussi de déceler, de comprendre ça, ces aspects-là. Le deuxième levier, c'est de pouvoir intégrer ces produits dans des produits familiers, comme le montre cette étude sur la droite, que vous pourrez aller consulter si elle vous intéresse, dans le sens où le poids du traditionnel rassure les consommateurs, et notamment les plus néophobes ou technophobes. Et le double effet qui se coule, c'est, comme l'a dit Françoise tout à l'heure, c'est qu'on est sur l'ancrage local qui est en cohérence aussi avec l'axe de durabilité. Le troisième levier, c'est de pouvoir assurer la cohérence du mix produit, dans le sens où la valorisation d'un coproduit sous un axe de la durabilité sera d'autant plus acceptée et comprise si l'ensemble du produit est cohérent en termes d'emballage, d'usage, d'ingrédients, de mode de production, etc. Donc, encore une fois, l'exemple ici du projet Fairchain, où on a vu qu'effectivement, au-delà du produit qui est fait à base de lactosérum, qui est un coproduit de la fabrication fromagère, le mode de distribution sous un système réemployable et une origine locale était intimement lié et donc cohérent, important pour le consommateur dans sa globalité. Et le quatrième levier, c'est de savoir communiquer sur les bénéfices. Alors, prioritairement sur les bénéfices environnementaux, sociaux ou la frugalité. La frugalité, c'est se dire, on fait mieux avec moins. Ça, on revient un peu sur les anciens modes de fonctionnement dont tu as parlé tout à l'heure, Françoise, sur comment on faisait voilà, il y a un certain nombre déjà d'années. Et ce qui est important, c'est pour cet aspect coproduit et bénéfices environnementaux de pouvoir véhiculer un message rationnel comparé à des bénéfices des fois qui peuvent être plus sur le plaisir où on va peut-être plus fonctionner sur l'émotionnel. Là, dans ce cadre-là, il est important de rester rationnel. Et le deuxième point en termes de communication, c'est de pouvoir rassurer sur d'autres freins potentiels que vous auriez pu identifier vis-à-vis du coproduit que vous traitez, notamment pour lever en fait les peurs, les incertitudes, donc que ce soit sur les projections sensorielles, santé, etc. Et il a été montré que l'ensemble de ces messages permettait, dans le cadre de cette étude, d'augmenter l'acceptabilité et le prix à payer. Et donc, vous retrouverez ensuite ici une petite slide de synthèse que vous pourrez prendre, que vous pourrez garder avec vous, qui reprend les freins spécifiques et les leviers. Est-ce que j'enchaîne sur la suivante, Françoise, ou est-ce qu'on fait quelques questions? Il n'y a pas de questions pour l'instant. J'en profite du coup pour vous rappeler que malheureusement on est nombreux, donc vos micros sont désactivés. Mais si vous avez des questions, posez-les dans l'onglet QR et on les adressera aux intervenants. Donc il n'y a pas de questions, tu peux enchaîner sans souci, Odier. Ça marche, merci.
Effectivement, on va continuer cette présentation par une seconde avec Véronique Lavatine qui se présentera tout à l'heure, qui est aussi chez Actalia Innovation. Et donc l'idée, c'est, bon, je vous ai présenté les perceptions des consommateurs. Vous allez me dire maintenant concrètement comment est-ce qu'on les intègre dans nos démarches de réflexion d'innovation. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour qu'une innovation, un produit alimentaire soit un succès, en fait, il faut qu'il soit faisable techniquement, désirable par les consommateurs, mais également économiquement viable et souhaitable d'un point de vue environnemental. Donc, on va vous présenter ici quelques exemples d'outils, de méthodologies, de compétences ou de connaissances pour pouvoir mener à bien en fait vos processus d'innovation dans l'intégration des coproduits. Et pour commencer, je voulais vous présenter le projet Fairchain, qui est, pour vous donner une approche concrète de la présentation. Le projet Fairchain, c'est un projet européen auquel on est partenaire chez Actalia et qui vise à travailler sur le développement de solutions techniques, organisationnelles pour la valorisation de chaînes de valeur, la mise en place de chaînes de valeur intermédiaires. Donc pour des plutôt moyens et petits acteurs. Excusez-moi. Et ce projet européen se décompose en différents cas d'études dans différents pays. Et le cas d'étude français a porté sur le lactosérum, qui est un coproduit de la fabrication fromagère, aujourd'hui généralement valorisé pour produire des concentrés de protéines, comme l'a dit Françoise, mais dans certains cas, il est encore peu valorisé, notamment dans le cas de petites structures qui peuvent être plus isolées géographiquement parlant et qui rencontrent des problématiques de collecte ou d'utilisation technique. Donc, c'est des produits qui vont plutôt partir sur l'alimentation animale, la méthanisation, la station d'épuration. Donc, on a cherché dans le cadre du projet du cas d'études français à trouver une nouvelle voie de valorisation de ce lactosérum pour les petits et moyens acteurs en développant une boisson fermentée et qui puisse également être distribuée sous un mode sous un système de bouteilles réemployables. Et la problématique à laquelle on a dû faire face au démarrage de ce projet, c'est qu'on avait beaucoup de questions, on ne savait pas par où commencer, par quel bout prendre ce projet. Quel type de boisson, quel aromatique, quel ferment, quel lactosérum, pour qui, pour quel usage, quel bénéfice, une boisson santé, quel circuit de distribution va utiliser, est-ce que c'est de la consigne, du vrac, de frais de l'ambiant, et beaucoup de questions aussi interconnectées. Donc j'imagine que vous avez déjà vécu cette situation. Et donc, pour résoudre l'ensemble de ces questions, on a mis en place une méthodologie originale qui vise à mettre au regard, dès l'échelle du laboratoire, la R&D et les aspects plutôt marketing consommateur, de telle sorte à assurer la faisabilité et la désirabilité consommateur dès les premiers jours, dès la naissance du projet. Donc pour ce fait, on a eu effectivement des premiers essais à l'échelle du laboratoire qui ont porté sur les traitements thermiques, sur des choix de lactosérum associés à des choix de ferments et d'aromatisation, et en parallèle des premières études exploratoires, des études de marché ou des études consommateurs qualitatives qui nous ont permis de comprendre le marché actuel des boissons fermentées et de comprendre les perceptions, les peurs, les motivations des consommateurs vis-à-vis du lactosérum. On a sélectionné à peu près 69 combinaisons qui étaient acceptables d'un point de vue R&D. Et fort de ces deux apprentissages, donc des études conso et la partie R&D, on a mis en place un atelier collectif pour générer 12 idées de produits qui sont ensuite repassées sous le prisme de la R&D pour sélectionner 5 concepts avec différentes aromatisations, que l'on a fait tester auprès de consommateurs via des études de concepts en ligne pour faire émerger 2 concepts de boissons qui permettaient d'assurer la faisabilité technique et la désirabilité consommateur, en tout cas au moment de l'étude, puisque il y a certains concepts qu'on a mis de côté, mais parce qu'on n'avait pas encore réussi à lever certains verrous, mais qui pourraient tout à fait être possibles dans le futur.
Et puis à l'échelle pilote, on a continué cette démarche en intégrant une nouvelle dimension qui était le côté souhaitable, en évaluant les impacts environnementaux, notamment auprès des choix technologiques, des ingrédients, de la distribution. Donc mis au regard du développement à l'échelle pilote par la R&D ou que Enilea, qui est présent aujourd'hui ici, à mener pour adapter donc les process sur ce changement d'échelle et d'assurer effectivement la sécurité alimentaire aussi de ces futures boissons. Et donc, on a vu naître les premières boissons qui sont passées qui ont été testées auprès des consommateurs pour une étude organoleptique et on a sélectionné donc 2 boissons qui étaient les plus appréciées. Fait tester également auprès des consommateurs les messages clés pour la valorisation, pour trouver quels étaient les axes de valorisation les plus pertinents à mentionner. Et donc ensuite, on est repassé par le côté R&D pour des adaptations, des améliorations de process, pour aboutir sur un produit finalisé parmi plusieurs possibles, comme je vous l'ai dit, qui assure la faisabilité technique, la désirabilité consommateur et les impacts environnementaux. Et ce produit finalisé, c'est celui-ci. C'est une boisson fermentée pétillante au sirop de fleurs de sureau, dont on a fait le choix, donc à la croisée de la faisabilité technique, conso et environnementale, de faire une boisson plutôt conventionnelle et en mettant davantage en avant le local et la valorisation d'un coproduit pour limiter le gaspillage en associant un système de distribution en bouteilles consignées. Donc, je vais revenir rapidement sur cette étiquette qui fait partie du produit fini dont je vous parle. Il ne s'agit pas uniquement de la recette, mais aussi comment on emballe et qu'est-ce qu'on communique auprès des consommateurs. Donc, pour vous présenter ici en bas, le fabriqué à base d'ingrédients de la région avec du lactosérum permettant de réduire le gaspillage et valoriser ce coproduit de la fabrication fromagère, qui est le message rationnel dont je vous ai parlé tout à l'heure, qui explique aux consommateurs pourquoi le lactosérum dans ce produit. On va retrouver des éléments, notamment par la dénomination pétillante sureau ou boisson rafraîchissante, des éléments qui vont guider le consommateur sur les bonnes projections sensorielles, associés aussi à la forme de la bouteille. Ça va aussi implicitement guider vers le bon usage, donc plutôt quelque chose en dehors des repas ou un usage plutôt festif, partage, apéritif. Et puis, ce qui est important aussi voilà, comme enseignement à avoir en tête, c'est que cette étiquette, elle a aussi, c'est une petite chasse au trésor, puisqu'au-delà des informations dites explicites dont je viens de vous parler, on a aussi plein d'informations implicites. Par exemple, ici, la marque Monts et Terroirs, donc, qui est une marque qui est donc d'une société en Franche-Comté. Donc, cette boisson a été testée auprès de consommateurs du Jura. Et cette marque, en fait, elle évoque à la fois le côté laitier, mais aussi le côté local, artisanal. Donc, c'est autant de messages implicites qui contribuent à véhiculer la cohérence du mix marketing dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc là, je vais laisser la parole. Alors, voilà l'ensemble des partenaires qui ont contribué au projet, donc INRAE, Standa et Nilea, pour le développement des boissons et les évaluations d'impact environnementaux. Actalia pour la partie plutôt études consommateurs, Sodial et Monts et Terroirs pour le lactosérum, et puis Petrel et J'aime mes bouteilles pour la partie bouteilles en consigne. Très Odile, bien. je crois Et qu'on a quelques questions. Ouais. Du coup, Est-ce que tu souhaites que je finisse la présentation et on passe tu les peux questions? finir et on les pose Voilà, après. je vais être rapide parce que le temps passe très vite. Donc, je me présente Véronique Lavatine. Donc, je suis responsable projet R&D au sein d'Actalia Innovation à Saint-Lô. Et donc, moi, je voulais juste compléter avec deux autres exemples d'applications que l'on a pu pratiquer dans notre hall technique. Notamment, la première, en fait, c'était la valorisation de coproduits de chou-fleur, donc à la fois des fleurettes non commercialisables et aussi les feuilles externes du chou-fleur. Et on avait pu mettre au point un biscuit qui contenait jusqu'à 30% de ces deux ingrédients et sur lequel, en fait, on a pu communiquer via le Nutri-Score, le taux de fibres notamment, et surtout en fait, sur la différenciation de ce biscuit à base de chou-fleur.
Donc ça, c'est un exemple dans le végétal. Et le deuxième exemple, c'est une valorisation de coques de fèves de cacao. Donc là, c'est un projet que l'on a mené avec une entreprise donc, qui s'appelle Fusco, où leur souhait, donc, c'était de valoriser ces coques de fèves de cacao sur la base d'une infusion. Donc on a travaillé en fait avec eux à trouver, on va dire, à la fois le process et la méthode pour arriver à cette infusion avec une note goût chocolat, mais sans avoir justement le chocolat dedans, et avec donc la possibilité pour eux de valoriser ces coques de fèves de cacao. Donc voilà deux exemples assez rapides en fait sur ce qu'on peut réaliser. Alors aussi dans d'autres domaines d'application. Et ces derniers slides, en fait, c'est juste pour vous présenter qui on est très rapidement. Donc, Actalia Innovation, on est une unité du centre technique Actalia qui compte 180 collaborateurs. Et donc, notre quotidien, c'est d'accompagner donc les industriels depuis le challenge à relever jusqu'aux solutions appropriées en intégrant tout au long de cette démarche les consommateurs et les usages. Et cette démarche, donc, on la retrouve à la fois sur la partie conception et sur la partie développement, avec dans ces deux grandes phases différentes étapes qui nous permettent d'aller du problème jusqu'à la solution. Et donc, en fait, vous le retrouverez dans la présentation que Françoise vous communiquera avec donc différentes compétences. Donc au niveau des études qualitatives, quantitatives notamment, et à la fois des compétences sur la partie plus développement en lien avec la formulation produit. Et la dernière slide qu'on vous présente, voilà, c'est ça en termes de moyens, donc à la fois sur Rennes et sur Saint-Lô, donc avec plus la partie conception sur Rennes et la partie technique développement sur Saint-Lô, avec quelques visuels de nos outils. Et c'en est fini pour nous. Je me permets juste de rajouter qu'effectivement, tout à l'heure, je vous ai présenté dans le cadre du projet Fairchain une démarche très complète, très complète d'un point de vue des études et de la recherche R&D. Nous, effectivement, au quotidien, et puis vous avez des enjeux également de coûts dans les développements R&D ou de temps. Donc, on s'adapte également, on adapte aussi nos process pour faire des méthodologies qui peuvent s'adapter d'autant plus à vos contraintes. Mais l'idée à retenir, c'est vraiment de pouvoir mettre au parallèle le côté R&D et les attentes consommateurs, voire même les aspects plutôt de durabilité, de mener de front, en tout cas de faire beaucoup de liens entre ces différentes expertises pour assurer le succès d'une innovation. Merci à toutes les deux. Je vois plusieurs questions passer dans le chat me demandant si vous allez recevoir les présentations, vous allez en effet les recevoir. Donc, après le webinaire, on vous enverra un questionnaire d'évaluation du webinaire et dès qu'on aura votre retour, je vous enverrai le lien pour télécharger les présentations et pour avoir accès au replay, puisqu'il y aura un replay également. On va passer aux questions. Je te laisse la parole, Elisabeth. Oui. Il y avait une première question, c'était sur le projet Fairchain, sur les produits envisagés, mais Odile a en partie répondu, en tout cas sur un produit, mais peut-être tu peux compléter sur la nature des autres produits qui étaient envisagés. Et une autre question, c'est sur le volume de lactosérum qu'il est envisageable de collecter, en fait, en tout cas en termes de résultats sur ce projet, sur la région envisagée. Oui. Alors pour la première question, effectivement, on avait plusieurs cas d'études. Alors là, on était sur vraiment un produit alimentaire dans le cas d'études France. Dans le cas d'études, par exemple, en Belgique, on était plutôt sur le développement, comme je vous ai dit tout à l'heure, en fait, on est vraiment sur des moyens, développement de solutions organisationnelles et technologiques. Dans le cas d'études belges, par exemple, l'idée c'était plutôt de trouver des solutions technologiques pour valoriser les jus ou les produits laitiers auprès des petits acteurs, et notamment par le développement de machines qui étaient appropriées au volume de production de ces acteurs et des modèles aussi
des modèles économiques associés. Est-ce que c'était sous forme de recherche sur le business model? On avait le cas d'études grecques qui apportaient plutôt sur des aspects de traçabilité des approvisionnements du lait pour la fabrication de la feta. On a eu aussi un projet sur la collecte de myrtille plutôt dans le nord de l'Europe avec le développement d'une application mobile. Voilà, donc vous pouvez aller retrouver en fait l'ensemble de ces projets sur le site internet Fairchain. Et la deuxième question, c'était sur les volumes. Alors sur les volumes actuellement, aujourd'hui, nous, le projet s'est arrêté, et actuellement, on est à l'échelle pilote. Effectivement, la phase actuelle, le projet, en tout cas, se termine cette année. Mais la phase suivante, ça serait effectivement de trouver des structures qui permettraient de transformer le lactosérum et de produire ces boissons-là à un niveau un petit peu plus élevé en termes de quantité, en termes de volume. Donc, pour le moment, je ne peux pas trop vous répondre. Peut-être que les équipes d'Enilia qui sont ici peuvent donner quelques compléments d'information s'ils ont. Mais en tout cas, on était à l'échelle de la valorisation de lactosérum issu de fromagerie. Là, en l'occurrence, c'était plutôt du comté. Voilà. Je vois que Inéléa est en train d'essayer d'activer son micro. Ok. Merci beaucoup, Olivier, et merci, Véronique. On va passer à la présentation suivante avec à nouveau Véronique. Oui, Véronique, ça va être à toi. Pour les équipes d'Eniléa, je ne peux pas activer votre micro. Je ne sais pas si vous pouvez contribuer par écrit dans l'onglet Q&R ou conversation. Mais on apportera la réponse après le webinaire de toute façon. Véronique, à toi, merci. On voit ton écran. Oui. Ouais. Bonjour à tous, oui, c'est bon. Tout le monde voit l'écran. Donc bonjour, Véronique Bonnier. Moi, je suis responsable scientifique à IDEMER. Alors, IDEMER, c'est un centre technique qui est basé à Lorient, qui est dédié à la valorisation des produits et coproduits de la mer. Donc, on accompagne nos clients, les porteurs de projets, donc sur des phases de R&D, de développement de produits, à la fois sur une activité purement agroalimentaire avec des développements de recettes, de plats cuisinés, mais on travaille également depuis pas mal d'années maintenant sur la valorisation des coproduits pour en extraire des actifs à base de protéines, minéraux, etc., plutôt destinés au marché de la nutrition santé, des compléments alimentaires. Donc, on accompagne nos clients à la fois sur la phase de R&D, de mise au point, mais on a également un outil industriel qui nous permet en fait de tester les procédés donc à l'échelle industrielle et de mener le produit jusqu'à la mise sur le marché, puisqu'on a également un agrément sanitaire. Donc, effectivement, nous, la valorisation des coproduits, on s'y intéresse depuis pas mal de temps, plus de 25 ans, je dirais, à peu près. Et on est plutôt, on a toujours voulu rester pour l'instant sur le marché plutôt alimentaire. Donc, purement soit alimentaire simple, tel qu'on l'entend, agroalimentaire, mais également aussi sur des aspects plus nutrition santé avec des marchés, des compléments alimentaires. Donc, effectivement, là, je vais faire un focus sur la démarche, en fait, comment on a démarré, en fait, toute cette partie, toute cette étude de valorisation des coproduits, pourquoi on s'y est intéressé et comment ça a évolué, en fait, depuis toutes ces années. Donc, effectivement, à Lorient, déjà, localement, on a une ressource importante, un gros gisement de coproduits de poissons. Qui était peu ou pas valorisé à l'époque. Donc, on a commencé à s'y intéresser, sachant qu'effectivement, ces coproduits sont des sources intéressantes de protéines, de minéraux, de lipides. Donc, on trouvait dommage de ne pas mieux les valoriser. Essentiellement, ça partait en nutrition animale, mais pourquoi pas s'y intéresser aussi pour l'humain. Donc, on a commencé à travailler avec les mareyeurs locaux pour voir comment ces déchets, à l'époque c'était des déchets, comment ces déchets pouvaient passer à un statut plutôt de matière première destinée à la nutrition humaine. Alors, je vais refaire juste un petit rappel de définition. Françoise en a déjà parlé. Donc, effectivement, les sous-produits animaux, c'est plutôt donc, tous les produits qui sont d'origine animale ou obtenus à partir de produits animaux, mais qui ne sont pas destinés à la consommation humaine.
Ils sont répertoriés en 3 catégories, la catégorie C1, C2, C3, en fonction de leur nature et de leur dangerosité, j'ai envie de dire. Donc les C1, ce sont vraiment les produits qui sont contaminés. Donc on a connu à une époque la maladie de la vache folle. Donc tous ces produits-là ou des déchets contaminés avec des produits chimiques ou autres. Donc là, ces produits-là partent en incinération, ne sont pas valorisés. Ensuite, vous avez la catégorie C2 où on retrouve donc les lisiers, le C3 pas frais, enfin des matières avec des limites de résidus non autorisés, donc qui vont plutôt partir à la méthanisation essentiellement ou sur des filières d'engrais agricoles. Et enfin, la catégorie C3, où là, on a donc tous les sources, les coproduits animaux donc issus d'abattage, le sang, la viande, les os, etc. Également les déchets de l'industrie agroalimentaire humaine ou animale. Et c'est donc ces produits-là, eux, vont être destinés, alors, ils peuvent être destinés à la méthanisation, mais souvent, ils partent en alimentation animale. Donc là, c'est pour les sous-produits animaux. Donc nous, après, on fait la distinction avec les coproduits. Alors, comme le disait Françoise, coproduit, c'est pas un terme qui a vraiment une définition réglementaire, mais c'est vrai que nous, on l'utilise beaucoup pour justement faire la distinction entre le sous-produit qui va plutôt soit à l'incinération ou en alimentation animale, et les sous-produits animaux qui peuvent être, qui sont de qualité alimentaire et qui peuvent être destinés à la consommation humaine. Donc c'est pour ça que nous, on parle toujours de coproduits pour vraiment se différencier des sous-produits. Donc, au niveau des coproduits de poisson, puisque là, c'est le cœur de notre travail. Alors, qu'est-ce que c'est que les coproduits de poisson? C'est tout ce qui reste après avoir levé le filet qu'on va retrouver donc, chez notre poissonnier. Donc, ça va être la tête, la peau, les arêtes, les viscères. Alors, quoique les viscères, je pense qu'il y en a une partie qui part plutôt en alimentation, enfin en catégorie C3. Il y a certains viscères qu'on peut garder comme le foie éventuellement pour en extraire l'huile. Mais voilà, enfin, ça regroupe un peu tout ce qu'il reste. Donc, il y a aussi les écailles, les cartilages pour les poissons cartilagineux, comme la raie. On peut retrouver aussi les nageoires dorsales du thon, par exemple, tout ce qui reste après la découpe. Donc, nous, on s'est intéressé à tous ces coproduits parce qu'effectivement, ce sont des sources de protéines intéressantes, ne serait-ce que sur l'arête centrale après la levée du filet. Il reste encore de la chair, en fait, sur ces arêtes qui peuvent très bien être récupérées pour en faire de la pulpe, par exemple, et être incorporée dans des recettes. Il y a également une grosse source de collagène qu'on va retrouver dans les peaux, les cartilages, les écailles. Au niveau des minéraux, les arêtes et les écailles sont très riches en calcium et phosphore. On va retrouver également des polysaccharides comme le sulfate de chondroïtine dans la partie cartilagineuse. Et évidemment, il y a également les lipides avec ces fameux oméga 3 dont on entend beaucoup parler et les phospholipides. Alors, comment on passe justement de sous-produit à coproduit tel que nous, on l'entend dans les ateliers de transformation? Donc, effectivement, au départ, donc on a un poisson qui arrive frais, donc qui est un produit alimentaire, qui va arriver donc chez un transformateur qui a un atelier agréé alimentaire et qui va donc procéder à la découpe selon un système HACCP. Et on va obtenir donc à l'issue donc des filets, des darnes qui vont être conditionnés, stockés au froid. Donc voilà, toute cette chaîne-là de transformation, on est sur un produit alimentaire. Lors de la découpe, on va générer donc des têtes, des peaux, des arêtes, enfin différents coproduits ou sous-produits. Donc d'un côté, alors s'ils sont collectés dans des bacs sans tri ou éventuellement ramassés au sol, donc ils vont être mis dans des bacs de déchets, ça va être stocké dans une zone dédiée, voire dehors, à la merci des mouettes. Donc là, on va être plutôt sur du sous-produit. Par contre, donc nous, on a voulu justement réorienter ces déchets vers une filière qui reste alimentaire. Donc pour ça, en fait, il faut qu'au niveau de l'atelier de transformation, la gestion de ces déchets soit intégrée dans leur système HACCP et respecte les mêmes règles que la darne ou le filet de poisson. Donc toutes les règles d'hygiène doivent être respectées sur ces coproduits.
Et donc pour ça également, il faut que ces coproduits soient triés, collectés dans des bacs propres, dédiés, identifiés, glacés, maintenus au froid ou éventuellement congelés pour une utilisation ultérieure. Et donc là, dans ce cas-là, le déchet, en tout cas je mets entre guillemets, reste un produit alimentaire et donc peut être valorisé sur la filière alimentaire. Donc, pour la mise en place de ces coproduits, effectivement, on a fait un gros travail au niveau du port de Lorient. Au départ, donc, effectivement, c'était des déchets pour lesquels il fallait souvent payer pour les éliminer. Bon, après, petit à petit, ça a évolué un peu, même pour l'alimentation animale. Donc, c'est des déchets qui sont quand même achetés par des sociétés qui les valorisent sur cette filière-là. Mais l'idée, c'était d'essayer d'apporter un peu plus de plus-value à ces coproduits. Donc, il a fallu travailler avec les entreprises de transformation, les marailleurs, pour leur faire comprendre en fait que ces déchets pouvaient être des matières premières, mais que pour ça, il fallait mettre en place un certain nombre de choses au sein de leur atelier et de leur faire changer leurs habitudes de collecte, de tri et de stockage. Et donc, c'est là aussi qu'on a intégré une notion de valeur et de leur faire comprendre que effectivement, ces produits-là pouvaient avoir plus de valeur et pouvaient être une nouvelle source de revenus pour eux. Et donc, on a commencé en fait par leur mettre à disposition des contenants et on a rédigé des cahiers des charges qu'on leur a transmis et qu'on leur a fait valider pour que la façon de collecter en fait ces coproduits respecte bien les normes de qualité. Donc pourquoi le tri? Alors c'est vrai que on va pas valoriser en fait la même façon des têtes que des peaux de poisson, donc c'était important aussi de leur faire comprendre qu'il fallait pouvoir séparer les différents types de coproduits, de les trier, les séparer. Alors après c'était pas toujours forcément simple au départ, parce qu'en fait, en fonction des ateliers de transformation, de découpe, les ateliers ne sont pas conçus de la même façon. Il y a du pelage mécanique ou du pelage manuel. Dans certains cas, la tête était coupée avant la levée du filet ou n'était pas coupée. Donc, les tapis, les convoyeurs n'étaient pas forcément étudiés pour mettre la peau d'un côté ou les arêtes de l'autre. Donc, il y a tout un travail qui a été fait donc avec certains marailleurs pour mettre en place en fait tout ce système de collecte et de tri. Donc là, je vous mets juste un petit exemple, enfin vous présenter un peu le cahier des charges qu'on a pu mettre en place avec eux. Donc là, il s'agit de peaux de poisson, de peaux de gadidés, donc les peaux de poisson blanc. Donc on a rédigé ce cahier des charges qu'on leur a transmis. Donc dans ce cahier des charges, on va reprendre donc la description du produit avec donc les conditions de température et de conservation. La liste des espèces, donc là, par exemple, j'ai ici listé 3 espèces, mais elles peuvent être plus complètes, plus importantes, parce qu'effectivement, en fonction dans certains ateliers, ça peut être compliqué quand même de leur demander que du lieu noir, donc on a quand même toute une liste d'espèces autorisées pour notre process. L'origine donc du poisson, hein, la zone de pêche qui est importante pour la traçabilité. Toute la partie réglementaire, comme on est sur de la valorisation alimentaire, tous ces coproduits doivent respecter en fait les mêmes normes de qualité qu'un produit alimentaire. On a reprécisé aussi certaines spécifications qu'on attend donc, sur le produit. Là, notamment, on avait demandé plutôt des pots des poissons de petite taille, parce qu'effectivement, sur des gros poissons, le risque est que les gros poissons accumulent plus de contaminants, de métaux lourds, par exemple. Donc, on voudrait rester sur des espèces plutôt de taille moyenne. Bien préciser qu'il ne faut pas de contaminants, de corps étrangers donc parmi les coproduits. Le type de conditionnement, donc là, ce sont des bacs qu'on leur met à disposition, qu'ils doivent remplir et stocker au froid. Une fiche d'identification, donc bien précisée sur chaque bac de collecte, le code produit, la date de fabrication, le poids, l'agrément sanitaire, parce que je le répète, on est sur un process de transformation alimentaire, donc sur les produits animaux, on doit avoir un agrément sanitaire donc des services vétérinaires, donc il faut préciser ce numéro d'agrément.
Et puis bon, le destinataire qui est nous, entre autres. Le mode de stockage, bien sûr, qui est important, bien reprécisé, hein, qu'il ne faut pas laisser le bac dehors ou à température ambiante, donc de bien le conserver le temps de l'acheminer jusqu'à chez nous. Le mode de transport aussi, effectivement, en camion frigorifique. Et puis les différents contrôles qui seront faits donc, à la réception. Donc voilà, donc, on a donc transmis ce type de cahier des charges aux différents fournisseurs de ces coproduits. On leur a mis un exemple aussi de fiche palette à mettre sur les différents bacs. Et les bacs, je vous ai mis une photo des bacs qu'on leur met à disposition pour collecter les coproduits. Donc ça, c'est un travail qui a été fait donc il y a déjà pas mal d'années, mais qui a pris beaucoup de temps. Parce qu'il faut changer les habitudes, il faut. Les premiers bacs qu'on a pu collecter, c'était pas ça. On avait quelquefois un peu de tout, donc on n'était pas vraiment sur de l'alimentaire. Donc il a fallu vraiment travailler avec eux. Et puis il faut continuer d'ailleurs à régulièrement aller les voir pour quelquefois les remettre repréciser certaines choses. Il y a quelquefois quelques dérives, hein. Donc ça prend du temps de faire comprendre que voilà, un déchet n'est plus un déchet, mais une matière première. Au niveau des marchés, donc comme on est sur du coproduit de qualité alimentaire, nous on est donc sur la valorisation se fait donc sur le marché alimentaire. Donc on va développer différents types de produits alimentaires qui vont respecter la réglementation d'un produit alimentaire. Et pour transformer ces coproduits, il faut à minima, pour valoriser ces coproduits et que les produits qui seront développés à partir de ces coproduits restent sur le marché alimentaire, il faut à minima que les procédés utilisés fassent l'objet d'une étude HACCP et que la structure qui va travailler ces coproduits ait elle-même un agrément sanitaire. Le type de produits alimentaires qu'on va pouvoir développer à partir de ces coproduits, ce sont des extraits aromatiques, des pulpes, des hydrolysats de poissons, des peptides, différents actifs pour le stress, pour l'articulaire, enfin voilà, différents actifs qui peuvent être ensuite incorporés ou associés à d'autres ingrédients pour des compléments alimentaires qu'on va retrouver en parapharmacie notamment. Donc voilà, quelques petites photos, ce qu'on appelle des PAI, des arômes alimentaires. Donc ça va être des pulpes de crustacés, de poissons qui peuvent être incorporés dans des préparations alimentaires, des terrines, des soupes ou autres. Et l'autre activité qui est un peu plus importante sur les coproduits, donc c'est le développement d'ingrédients pour les compléments alimentaires, la nutrition santé. Donc des poudres qui vont être incorporées dans des gélules ou des comprimés. Donc, pour conclure sur cette valorisation, donc si on veut vraiment valoriser des coproduits animaux sur le marché alimentaire, donc il faut vraiment que la gestion des coproduits au niveau des lignes de transformation respecte bien toutes les normes de qualité d'un produit alimentaire, donc soit intégré dans le système HACCP notamment, pour vraiment maintenir voilà, ce statut alimentaire. Le circuit court est plutôt favorable parce qu'on est quand même sur des matières qui sont très sensibles. Donc il faut pouvoir les traiter rapidement ou alors il faut à ce moment-là mettre en œuvre des procédés de stabilisation, de la surgélation ou du séchage, plutôt de la surgélation d'ailleurs. Et puis bon, comme on est sur des produits avec quelquefois une forte saisonnalité, lorsqu'on lance une valorisation, quand on veut valoriser quelque chose, excusez-moi, quand on veut valoriser, développer un produit à partir de ces coproduits, il faut prendre en compte justement la disponibilité de la ressource et la saisonnalité. Une des difficultés aussi que l'on peut avoir sur la valorisation des coproduits de poissons, c'est la dispersion géographique en fait de la ressource. En Bretagne, il y a beaucoup de petits ports qui sont sur tout le long de la côte. Et donc, il faudrait pouvoir collecter idéalement dans tous ces ports. Par contre, ça demande toute une logistique importante. Donc, nous, on l'a mis en place sur l'Orient parce qu'effectivement, on est à proximité, mais il y a énormément de ressources ailleurs qu'on ne peut pas forcément valoriser, quoi. Donc, il faut tenir compte aussi des volumes et de la dispersion de ces ressources. Je vous remercie de votre attention. Et puis, donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Vous avez sur cette slide mes coordonnées. Vous pouvez également me contacter à la suite de cette présentation. Je vous remercie.
Merci beaucoup, Véronique. Ce qui est intéressant, c'est que je trouve dans l'exemple que tu as donné, c'est l'approche qui est de trouver des solutions locales à un problème local, en fait. C'est souvent la bonne voie pour les coproduits, en tout cas. Je crois qu'il n'y a pas de questions à ce stade. Ah si, attendez, juste une seconde. Ah, il y a une question réglementaire, en fait. C'est est-ce qu'à partir du moment où la démarche de collecte des sous-produits coproduits est intégrée dans un plan HACCP, on sort du statut réglementaire sous-produits et ou déchets? Alors, Non, ouais, c'est pas si simple. c'est En ça. fait, bon, c'est vrai que toute cette mise en place, j'en ai pas trop parlé, mais tout ça, ça se fait bien sûr en accord avec les services vétérinaires et ça demande une validation des services vétérinaires. Donc, et la voie de valorisation aussi derrière est importante. Il faut, c'est vrai que nous, alors, c'est un peu, on a une problématique actuellement. Donc, nous, on valorise sur le marché alimentaire. Donc, on a tous nos process suivent la réglementation alimentaire. On a un agrément alimentaire pour tout ce qu'on développe. Donc, le produit qui sort de chez nous a un statut alimentaire, alimentation humaine. Et si on veut le valoriser sur le marché du feed, eh bien, ça pose énormément de problèmes, de questions, parce qu'en fait, nous, on est food et on n'est pas feed. Et donc, on est en train d'échanger avec les services vétérinaires pour voir comment notre produit peut être réorienté vers le feed. Et en fait, ça demande d'autres réglementations, des contraintes liées au process. Donc, c'est pas parce que c'est food que c'est feed. Donc, en fonction de la valorisation et du marché en fait que l'on veut faire de cette valorisation, il faut beaucoup échanger en fait avec les services vétérinaires pour être sûr que ce qu'on veut faire est bien autorisé. Je ne sais pas si ça répond à la question qui a été posée. Bon, je pense que oui. Merci, Véronique. On va passer la parole à Marilyn Domer-Dopal. Et de toute façon, vous aurez les coordonnées de tous les intervenants si vous avez plus de questions ensuite. Marilyn, je te laisse la parole. Ok, vous voyez mon écran? On voit ton écran, on t'entend parfaitement. D'accord, très bien. Donc du coup, moi je vais commencer par vous présenter en fait l'unité de recherche OPAL, donc une unité INRAE, qui a été créée en janvier 2016 par la fusion de 2 unités IRSTEA, et donc on est passé INRAE lors de la fusion entre IRSTEA et INRA en 2020. Donc on est une cinquantaine d'agents permanents, on a un portefeuille de plus de 60 projets, que ce soit des projets de recherche ou des prestations. Et la particularité de l'unité, c'est d'être très pluridisciplinaire, donc avec des compétences en bioprocédés, en chimie, en mécanique des fluides, en microbiologie, etc. Donc en fait, les activités, elles s'orientent autour de quatre mots-clés qui vont être innovation, durabilité, intégration dans le territoire. Donc on travaille à la fois sur des productions agricoles, végétales, et sur des déchets, donc avec des activités de caractérisation et de développement de procédés à la fois de transformation des productions végétales et des déchets, ce qui permet en fait de travailler sur l'ensemble du cycle entre la production agricole et le retour au sol après valorisation des déchets organiques. Donc, on a une approche qui est intégrée du fait qu'on puisse travailler sur tout le cycle et puis avec une approche aussi de durabilité et d'intégration dans le territoire. Donc, on a 4 équipes de recherche donc qui sont, on va dire, qui ont des équipements structurants. Dans l'équipe IRM Food avec des gros équipements de type IRM ou RMN, et donc qui va travailler à la fois au développement de méthodes et traitements du signal liés à ces équipements, et puis aussi utiliser ces équipements pour connaître les matrices donc agricoles ou déchets et leur transformation. Et donc, on peut travailler sur des procédés de fabrication agroalimentaire, suivre aussi des plantes et le statut hydrique des plantes et la résistance au stress, et travailler aussi sur des déchets organiques, avec notamment en ce moment un projet sur la dégradation des bioplastiques qu'on peut trouver dans les déchets organiques.
Donc, il y a une autre équipe ACTA donc, qui dispose de gros outils en aérolique. Donc là, peut-être ça va un peu moins concerner les coproduits parce qu'on est plus autour de la gestion des flux d'air, à la fois sur des gestions de température et de particules. Et puis les équipes Pandore et Saphir, donc, qui sont structurées autour d'un plateau environnement dans lequel on a des laboratoires de chimie et de microbiologie, des halls technologiques où on peut développer des pilotes et également quelques pilotes en plateforme extérieure. Donc pour l'équipe Pandore, on va travailler à développer des méthodes de caractérisation donc des produits et puis de valorisation des résidus organiques, donc une valorisation qui peut être énergétique, matière ou nutriments, donc avec soit la production de molécules d'intérêt ou la valorisation de nutriments, azote, phosphore, soufre, cuivre et zinc. Et puis une autre équipe, Saphir, qui elle va s'intéresser plus à l'ensemble de la filière, donc avec une compréhension de ce qui se passe quand on utilise des cascades de procédés, et puis comment on peut intégrer ces cascades de procédés dans les territoires. Et un autre aspect qui va être de comprendre et de réduire les impacts environnementaux et sanitaires des procédés et des cascades de procédés. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pourrez en trouver sur ce site. Alors, moi, je vais faire un focus par rapport aux coproduits, donc sur un projet qui s'appelle Caribou et dans lequel on a cherché à valoriser des invendus de pain ou des sous-produits de panification. Donc, c'est un projet qui a été financé entièrement par INRAE, qui a donc regroupé 3 unités INRAE, donc une unité SADAPT qui est plus une unité sciences sociales, on va dire, l'unité BBF qui travaille beaucoup sur les champignons et puis donc l'unité Opale qui est la nôtre. Donc c'est un projet qui s'est étalé sur 2-3 ans et avec un niveau de TRL pas très élevé puisqu'on est unité de recherche et pas centre technique. Donc en fait, le contexte dans lequel on s'est placé, c'est le contexte des lois anti-gaspillage donc, qui ont été promues relativement récemment, avec l'objectif de passer en fait de compostage et donc dans les lois anti-gaspillage, il y a une hiérarchie en fait de gestion des déchets qui va de la réduction à l'enfouissement. Et donc nous souvent on travaillait au niveau du compostage et de la transformation industrielle. Et là l'objectif c'était de faire passer une partie des produits issus de ces déchets, de les faire remonter dans l'échelle de la hiérarchie de la valorisation en s'adressant à l'alimentation animale, voire humaine. Donc, notre idée, c'est d'essayer d'obtenir des produits donc, à forte valeur ajoutée avec des techniques sobres de fermentation des rebuts de pain, et donc avec un marché alimentation ou alimentation humaine, avec les problèmes réglementaires que ça peut poser. Et ça, Véronique en a parlé, on a exactement les mêmes. Donc, les étapes de travail, il y avait déjà une étape d'analyse du gisement, donc au niveau quantification et disponibilité, et de travailler aussi sur les leviers et les freins socio-économiques qui vont faire que le gisement va être disponible ou pas. C'est-à-dire, c'est pareil que la problématique donnée Véronique, comment les acteurs vont s'adapter à la nécessité de trier, d'envoyer certains produits à certains endroits et pas les autres. Une deuxième tâche que je vais vous présenter plus en détail, donc, qui était la tâche technologique autour de la fermentation en voie liquide. Et puis, une troisième tâche, donc, qui était la fermentation en voie solide, donc pour modifier le statut protéique avec les champignons, mais dont je ne vous parlerai pas. Donc, ce qu'on a fait pour la tâche 2, c'est qu'on a commencé par faire une étude bibliographie des voies de valorisation des rebuts de pain qui pouvaient exister. Et donc, on voit qu'on peut avoir des voies de valorisation qui sont complexes et avec des produits qui peuvent être sortis, des produits de valorisation qui peuvent être sortis aux différentes étapes de des voies de valorisation. Et ce qu'on a mis en évidence, c'est que toutes ces voies de valorisation, elles étaient décrites au niveau labo et que pour passer à l'industrialisation, il y avait souvent un souci économique lié d'une part aux besoins de stérilisation, donc qui consomment de l'énergie, et puis, mais qui est nécessaire si on veut travailler avec des micro-organismes sélectionnés, donc indispensables. Donc, c'était ces étapes-là qui faisaient qu'il y avait une grosse problématique économique,
avec toutes les étapes d'extraction et de purification, avec des technos ou des produits chimiques qui sont aussi très impactants. Et puis, on a mis en évidence aussi une étape de problématique environnementale du fait que dans les publications, en règle générale, on parlait à peine des résidus. Ils étaient quelquefois cités, rarement quantifiés, et on ne parlait jamais de ce qui se passait après avec. Et ni le plus souvent de l'énergie consommée à chaque étape de la transformation. Donc, en fait, on s'est dit qu'on allait essayer de faire une approche minimaliste en se disant que l'étape la moins impactante, c'était celle qui n'existe pas. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Et donc, on a essayé de supprimer les étapes de stérilisation, de purification et même d'ensemencement avec des micro-organismes pour ne garder que les étapes qui se font, on va dire, naturellement, entre guillemets, quand on met du pain dans de l'eau. Et en gros, notre objectif, c'était de contrôler les paramètres de la fermentation pour obtenir un produit donc enrichi en molécules d'intérêt. Alors, j'ai mis molécules au singulier, mais là, c'était plutôt au pluriel, et utilisable tel quel. Et puis, je m'aperçois qu'il y a des fautes. Donc, en fait, on a procédé très simplement. On a choisi différents types de pain qu'on a broyés très, très grossièrement. On a rajouté de l'eau, on les a placés à 38 degrés dans une première étape, et puis on a laissé 10 jours. Et en fait, ce qu'on a vu, c'était qu'on avait une convergence vers un nombre restreint en fait, de molécules d'intérêt qui sont produites par la fermentation, alors spontanée entre guillemets, parce qu'on la dirige quand même avec les conditions qu'on applique, et de différents pains, et on voulait voir si les étapes de stockage dans différents environnements avaient une influence sur les molécules qu'on produisait. Et en fait, on a vu qu'à peu près, quel que soit le type de pain et l'environnement dans lequel on se plaçait, on arrivait en fait à faire converger vers les fermentations, vraiment vers un nombre restreint de molécules, dont une qui avait un intérêt particulier. Alors, je ne vous en dis pas trop parce qu'on n'a pas encore publié sur le sujet et qu'on ne sait pas encore où ça va aller au niveau des développements ultérieurs. Mais en fait, ce que je peux vous dire, c'est qu'on a quand même obtenu un produit qui était un produit final, donc sans étape d'extraction ou de purification, qui était très riche en molécules cibles qui peuvent avoir des possibilités de valorisation, donc sous forme d'aliments santé ou de probiotiques. Et là, il va y avoir des tests in vitro qui vont être faits en 2025 ou de précurseurs d'arômes. Donc, par rapport aux étapes suivantes, donc les défis qu'on va avoir à relever, c'est de continuer à travailler en fait sur les paramètres de la fermentation pour optimiser et vraiment orienter vers la fermentation vers la molécule d'intérêt qu'on veut produire. Et puis, il va falloir aussi qu'on contrôle évidemment la qualité sanitaire du produit dans la mesure où on n'a pas de stérilisation au départ et pas d'ensemencement avec des souches sélectionnées. Il va falloir pouvoir vraiment vérifier que les conditions de fermentation permettent d'obtenir un produit de qualité sanitaire suffisante. Et puis, ça rejoint aussi ce que disait Véronique tout à l'heure sur la problématique, Véronique d'ailleurs, sur les problématiques logistiques et réglementaires. Et avec un questionnement qu'on se pose aussi, c'est comment capter le gisement sur lequel on veut travailler sans impacter des voies de valorisation plus nobles. Et là, on va avoir à nouveau à retravailler avec des équipes de sciences sociales sur les leviers et les verrous qui vont pouvoir faire qu'on va capter ce jugement et évidemment fiabiliser l'approvisionnement. Et puis, donc après, on réfléchit aussi à appliquer cette démarche en fait de pilotage de la fermentation avec des technologies simples et en limitant les étapes à d'autres sous-produits, coproduits. Alors, j'ai mis homogène entre guillemets parce que c'est jamais des produits homogènes, mais on va dire que globalement, si on considère le pain, on est quand même homogène. Si on considère tel ou tel type de coproduit, je ne sais pas moi, des épluchures de carottes ou des haricots verts ou des refus de
de transformation, on va quand même être sur des gisements plus homogènes que si on mélange tout au départ et si on travaille sur des déchets complexes. Donc voilà, si vous avez plus de questions, je me tiens à votre disposition et je ne sais pas s'il y a des questions dans le chat auxquelles je peux répondre. Alors, j'en vois pas dans le chat. Je propose qu'on passe la parole à Amaury Amaury de Guardia, donc toujours d'Opale, et on verra après s'il y a des questions qui arrivent. Ça te va, Marilyn? Ok, ça me va. Amaury, je te laisse la parole. Je vois ton écran en tout cas. Ok, bonjour. Moi, je vais vous parler d'un nouveau procédé mis au point pour le traitement des biodéchets alimentaires. Donc, procédé qui a pour objectif d'être autonome et donc pour une meilleure valorisation des biodéchets alimentaires. Alors, ces travaux ont été menés dans le cadre d'une maturation menée donc au sein de l'UR Opale et en collaboration, financée par la SAT Ouest Valorisation. Donc, ces travaux ont commencé en 2022, devraient s'achever en 2026 et le TRL visé, c'est 8, c'est-à-dire la mise sur le marché du procédé. La problématique, c'est que donc depuis le 1er janvier 2024, tout producteur de biodéchets a une obligation de tri et de valorisation. Et cela concerne bien évidemment les biodéchets alimentaires, donc produits par la restauration, les commerces, les ménages. S'agissant des biodéchets alimentaires, on a cette obligation donc, a entraîné un accroissement des coûts de collecte en raison de la fermentabilité donc, de ces biodéchets et de la dissémination du gisement. Par ailleurs, on peut pressentir des limites des procédés appliqués jusqu'à présent post-collecte ou des limites des solutions in situ donc en développement. L'objectif, donc, comme dit tout à l'heure, c'est la mise sur le marché d'un procédé autonome, modulable et vertueux dans le sens environnemental. Et ce que je vais plus développer, c'est son application in situ avec la livraison d'un équipement clé en main et la recherche de licenciés pour produire ces équipements. D'un point de vue scientifique, donc le procédé, c'est un procédé aérobie au même titre que le compostage, semi-continu, donc comme j'ai dit tout à l'heure, applicable in situ ou post-collecte sélective. En fait, il va consister en le broyage des biodéchets alimentaires en milieu aqueux, c'est-à-dire que à un équipement donc dimensionné pour traiter un certain tonnage, on va remplir cet équipement avec un certain volume d'eau à T égale 0 et il n'y aura plus de réapport d'eau ensuite. Le biodéchet broyé donc en milieu aqueux, la suspension est dispersée sur un biofiltre qui est aéré. Il y aura ensuite une extraction des boues par raclage et décantation et recyclage en tête donc de la solution clarifiée. L'abattement en masse visé, c'est 75%, donc avec la production d'un coproduit qui est une solution fertilisante, à raison on a pour objectif 25 kg pour 100 kg de biodéchets traités. Le marché, c'est la restauration collective, s'agissant des solutions in situ, donc c'est la restauration collective, les grandes et moyennes surfaces, les IAA, mais ça peut aussi être les commerces alimentaires, les marchés, les ménages, donc en point d'apport, ou donc une application en unité centralisée post-collecte sélective. Alors, la maturation, donc vous voyez à droite donc une représentation schématique donc, du procédé, donc l'introduction des biodéchets dans ce qu'on appellera un évier, donc avec en présence de la solution process, donc le broyage et la suspension qui est envoyée sur un biofiltre. Alors c'est un biofiltre spécifique, ce n'est pas
c'est un mélange d'éléments naturels et d'éléments synthétiques. Donc la solution va percoler à travers ce biofiltre et être introduite dans le clarificateur où on va avoir un raclage de surface et une décantation. Et retour donc au bassin tampon de la solution donc sortant du clarificateur. Donc la maturation intégrait une phase une étape au laboratoire, donc sur un prototype de 250 litres, qui avait pour objectif la validation, la validation du procédé et la caractérisation de ses performances, notamment s'agissant du biofiltre et des caractéristiques de la solution process, donc après clarification. Et puis, la deuxième étape de cette maturation, c'est un essai sur site, enfin, une démonstration sur site en grandeur réelle, dans un prototype donc, de 1500 litres, de façon à valider la pertinence du procédé en termes donc, pour l'usager, d'une part, et du coproduit, d'autre part. Pardon, excusez-moi, c'était trop long, j'ai appuyé 2 fois. Alors, voilà. Désolé. Les résultats, enfin, quelques résultats. En fait, vous voyez que sur ce biofiltre, donc, au sein de ce biofiltre, on mesure la température matière, donc le diagramme de gauche. Vous voyez que la température matière, donc après, au bout de 10 jours, on est à 45 degrés. Et donc, à chaque apport, on apporte quotidiennement une certaine charge de biodéchets. Donc, on va avoir une montée en température, puis dans les 24 heures, enfin, au bout d'une douzaine d'heures, une redescente lente de la température, et puis au prochain apport, on a à nouveau remontée de cette température, et ainsi de suite. Donc, alors, nos indicateurs vont être le rendement d'élimination donc, de la matière organique et l'accumulation d'eau dans le système. Donc, en fait, vous avez sur le graphe du milieu les taux d'abattement de la matière organique. Donc, je commenterai la courbe bleue. Donc, en fait, vous voyez que ces taux d'abattement se stabilisent autour de 80%. En fait, ce sont des taux d'abattement mesurés à chaque 24 heures. Et en fait, le réacteur, enfin, il y a des périodes où on ne mesure pas ces taux d'abattement. C'est la raison pour laquelle vous avez des abattements de zéro sur certaines périodes de temps. S'agissant donc de l'accumulation d'eau, elle va être donc de l'ordre de 33 litres pour 100 kg, enfin 33-34 litres pour 100 kg, donc à peu près le ratio de purge visé. Néanmoins, sur le graphe de gauche, vous voyez qu'après 50 jours de travail, en fait, on observe un dysfonctionnement donc, sur le premier stade d'observation du dysfonctionnement, c'est qu'on n'a plus d'augmentation de la température matière. Et donc, en fait, là, notre solution process est devenue trop épaisse. C'est ce qui fait l'objet donc, des travaux de recherche dans le moment. On a bien avancé puisqu'on a identifié que la façon donc, de désépaissir cette solution process, c'était le raclage de surface, une clarification par raclage de surface et une décantation, et non pas une seule décantation, parce que ça ne permet pas de soutirer suffisamment de boue produite. Bon, il n'y a pas eu véritablement de communication scientifique. Il y en a une qui a été proposée à l'ASTI pour 2025. Il y a eu un dépôt de brevet en 2023 et qui est en cours d'extension au niveau, a priori, au niveau européen dans le monde. Donc, les bénéfices du projet, eh bien, c'est que c'est un nouveau procédé, donc autonome, sobre, modulable et extrapolable selon la taille du gisement, que le coproduit est une solution fertilisante avec un résiduel de matière organique et néanmoins, il va falloir qualifier donc la valeur agronomique, enfin l'intérêt agronomique donc, de ce coproduit. C'est ce qui est en cours, notamment par
des essais chez Vegenov et qui se poursuivront. Les étapes suivantes, donc, c'est l'opération de démonstration en grandeur réelle, donc, qui va avoir lieu sur un lycée, avec le traitement de 35 kg de biodéchets alimentaires. Et donc, qui vise à quantifier l'intérêt pour l'usager et l'intérêt agronomique du coproduit et des modalités de son usage. Alors, en fait, comme ça a été souligné par les premières présentations ce matin, en fait, ça nécessite aussi, l'intégration de ce procédé nécessite aussi la mise à disposition d'un service autour de pas tant que ça de la maintenance, mais de l'accompagnement des usagers, et puis également de l'intégration de participants, comme s'agissant par exemple des ménages, d'avoir une étape de communication auprès de ces participants. Donc, les nouvelles connaissances donc, apportées aux entreprises, un nouveau procédé, un coproduit nouveau. Voilà, je vous remercie. Merci beaucoup, Amaury. Il y a quelques questions justement dans le chat, questions-réponses. La première porte à Maurice sur le volume global, mini, maxi, qui pourrait être traité par ce procédé. Et aussi, comme on est sur ce type de procédé biologique, un peu quel type de déchets en termes d'équilibre gras-protéines, puisque c'est des questions qui peuvent se poser sur ce qu'on va obtenir finalement en termes de produits derrière. Alors, en fait, c'est une transformation aérobie, c'est-à-dire que, comme dans un compostage, en fait, la matière organique la plus biodégradable, elle est oxydée. Et donc, la réponse, c'est que il n'y a pas, quelle que soit cette matière organique, que ce soit des lipides, des glucides ou des protéines, elle sera oxydée. Alors évidemment, si c'est des protéines, on aura plus d'azote dans la solution fertilisante, etc. Et pour ce qui est de la pratique, nous, on n'a jamais écarté de déchets entrants. On alimente notre pilote avec du déchet prélevé dans les restaurations qui sont les plus proches de l'UR, de l'unité. Et on n'a jamais écarté de déchets pour des raisons biochimiques. Ça, c'est la première question. Et la deuxième question, en fait, nous, ce qu'on sait, c'est qu'on peut, avec la configuration actuelle du procédé, on peut aller jusqu'à 2-3 mètres cubes de biofiltre. Donc, la performance de traitement, c'est 6,5 tonnes mètres cubes jour. Donc, c'est-à-dire qu'on peut aller autour de 20 tonnes, 20-25 tonnes an, assez facilement avec la configuration actuelle. Après, si on passe sur des gisements plus importants, il faut enfin, je dirais, il faut une technologie un petit peu différente, c'est-à-dire que ce n'est pas un cylindre avec un axe central, c'est un cylindre qui roule sur des tambours. Donc c'est le même procédé, mais c'est une mise en œuvre un peu différente. Et une autre question qui porte cette fois-ci sur le produit fini, c'est-à-dire la composition de la solution fertilisante, sa concentration. Alors, tu l'as expliqué que c'était aussi en test là chez Vegenov, sur l'effet sur les Alors, fertilisation. Oui. la composition du produit, du coproduit, elle dépend en premier lieu du ratio de purge appliqué. C'est-à-dire que si on applique, si on soutire 50 litres pour 100 kg de déchets traités, on est 2 fois moins concentré que 25 litres pour 100 kg de déchets traités. C'est la première chose. En fait, je pourrais vous donner une composition qui a été mesurée donc, sur un coproduit prélevé. On était donc à 0,8 g par litre en azote ammoniacal, 1 g par litre en potassium, 0,3 g par litre en phosphore, voilà, 1 g par litre en calcium,
voilà, à peu près la composition. Mais en fait, cette composition-là, on pourra vraiment l'affiner quand on aura achevé de mettre au point la technologie de désépaississement de la solution process. Ok. Après, ce qu'a montré VG9 dans le moment, c'est la non-phytotoxicité de cette solution. Et actuellement, donc, il y a des essais sur végétaux en cours pour quantifier l'impact sur la croissance du végétal. Merci, Amaury. Et Marilyn, je voulais revenir sur une question ou une problématique, parce que souvent sur des procédés justement de valorisation par, on va dire, extraction ou traitement d'un sous-produit pour en obtenir des molécules d'intérêt, et tu l'as montré dans votre processus, vous avez décidé finalement plutôt que de chercher cette fameuse étape qui n'existe pas, vous avez beaucoup simplifié. Mais vous avez finalement un mélange, vous avez un traitement plus simple, un éco-procédé, vous avez un mélange, et donc là, j'imagine que c'est sur la réflexion de quelles sont les voies de valorisation possibles pour des mélanges par rapport à quand on a une molécule unique d'intérêt. Oui, alors on a des mélanges qu'on essaye de faire quand même pendant la fermentation, c'est en jouant sur les paramètres de fermentation, de maximiser la production de la molécule qu'on pense intéressante. Et puis là, le premier usage qu'on pense pouvoir faire du produit, ce serait un usage en alimentation animale. Et la présence d'autres molécules n'est pas forcément, embêtante. Enfin, ça peut même avoir des effets complémentaires ou des effets antagonistes, mais c'est un peu ce qu'on va chercher à montrer. Donc là, il va y avoir des essais de fait donc, par une autre unité INRAE sur des cellules souches qui simulent l'assimilation par le système digestif et puis le passage à travers des membranes intestinales pour voir si on a bien les effets recherchés. Et puis après de faire des essais sur des animaux. Mais en fait, pour avoir le principe actif, on n'est pas obligé d'avoir seulement la molécule qu'on cherche à produire. Ce dont il faut être sûr, c'est qu'on n'a pas de toxicité ou de problèmes sanitaires de développement en parallèle. Ça, c'est plus des éléments de contrôle que enfin, on pense plus passer par des éléments de contrôle que de purification. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à la question. Si. Très bien, merci. Merci, Marine. Merci à tous les deux. On va passer la parole à Nathalie Bourgougnon du LBCM qui va vous présenter un outil cette fois, la plateforme Exalté. Nathalie, est-ce que tu... Ouais, je partage. Vous m'entendez bien? Très bien. Super. Je vais partager ma présentation du coup. Alors attendez. Tac, là voilà. Est-ce que tout le monde la voit bien? C'est parfait. Ouais, alors attendez, je la mets en... Vous la voyez bien? Elle est en plein écran, c'est parfait. Ok. Donc, bonjour à toutes et à tous. Donc, moi, je suis Nathalie Bourgougnon, je suis professeure à l'Université Bretagne Sud. Je suis sur le campus de Pontivy. Et donc, voilà, je vais vous présenter rapidement cette plateforme. Alors, moi, je l'appelais Exalter et Jean-Louis l'appelait Exalté. Donc, effectivement, c'est une plateforme qu'on a conçue tous les deux au moment de l'obtention du CPER bioalternative. Alors, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ce CPER. C'est un CPER qui courait de 2021 à 2027 et qui a pour thème les alternatives naturelles pour répondre aux défis sociétaux en agri-agro, en santé et au niveau de l'environnement. On est un certain nombre de partenaires là-dessus. Et donc, à cette occasion, on a commencé à travailler ensemble avec Jean-Louis, donc, qui était à l'Institut de recherche du Puy de Dôme sur le campus de Pontivy et aussi qui participait un petit peu au fonctionnement de la plateforme sur Pontivy. Donc, nous est venu à l'idée, à travers le CPER,
de créer une plateforme, alors sans mur, hein, puisque moi je suis plutôt sur Vannes et lui était plutôt sur Pontivy, et pour essayer d'associer nos compétences autour d'une sorte de chaîne de valeur. Donc voilà, vous l'avez sur le titre, hein, cette plateforme, elle avait l'objectif de déployer des procédés éco-responsables d'extraction, fractionnement, purification, stabilisation pour la production d'extraits naturels et de molécules actives. Donc, sur une ancienne présentation, d'ailleurs, qu'on avait présentée au Carnot, bon, bah, les deux contacts, c'était Jean-Louis et moi. Alors là, je me suis permis, je sais que Marie nous écoute, j'ai mis le contact de Marie Fury qui travaille sur le campus et de Pontivy sur la plateforme ProDiabio, parce que pour sur certains procédés, bon, bah, si vous êtes intéressé, il vaut mieux se tourner vers Marie que vers moi. Donc voilà, donc c'est une plateforme qu'on a créée voilà, en 2021, juste après l'obtention du, du CPER et voilà, qui va courir, enfin qui court actuellement, voilà, avec des TRL jusqu'à 6. Voilà, alors c'est peut-être, je ne sais pas, c'est peut-être un peu petit, mais bon, l'idée, quand on a essayé de créer qu'on a créé cette plateforme, c'était déjà voilà, d'afficher clairement toutes les compétences qu'on avait, à la fois sur Pontivy et sur Vannes, et d'essayer voilà, de clarifier notre offre de services, de lui donner un peu plus de lisibilité. Alors, la première année du CPER, on a embauché un ingénieur qui finalement a fait le tour de nos labos et qui a vraiment listé toutes nos compétences. Voilà, c'est un peu petit pour mes yeux. Alors, je regarde voilà, sur mes diapos. Voilà, et donc l'objectif pour nous, c'était de mettre au point, enfin de proposer cette offre de compétences, soit à la communauté scientifique ou à des partenaires industriels. Voilà, avec l'expertise derrière, en espérant une bonne fluidité administrative et puis des ressources humaines. Voilà, donc on visait différents types de marchés, hein. Donc, notamment avec des molécules d'intérêt. Donc moi, je travaille plutôt sur les polysaccharides et les protéines de macroalgues, hein, c'est plutôt mon fonds de commerce. Jean-Louis, à l'époque, travaillait plutôt sur, on va dire, tout ce qui est agroalimentaire et voilà, les légumes et les fruits. Donc, on avait ajouté également tout ce qui est lipides, pigments, carburants et autres molécules d'intérêt, avec des applications qui pouvaient être de l'énergie jusqu'à la nutrition humaine, animale, l'aquaculture ou des molécules à haute valeur ajoutée pour la pharmaco. Voilà. Donc voilà, la genèse, c'est ce que je vous disais à l'instant. Attendez, je vais faire mieux. Voilà, la genèse, c'est effectivement le montage de ce CPER. Donc, ce qu'on avait proposé à la région, finalement, c'était sur la carte régionale que vous avez ici, d'essayer plutôt que d'avoir des interlocuteurs universités ou laboratoires, d'avoir des interlocuteurs plateformes. Et donc, notre intérêt, là, Jean-Louis et moi, voilà, c'était de créer sur UBS et puis les deux campus une plateforme dite alternative. Donc, ça rentrait très bien dans la stratégie de la région en termes d'innovation. Et puis, parallèlement, ça concordait bien à l'époque avec la mise en place à l'Université Bretagne Sud de ce qu'on a appelé des écosystèmes d'innovation. Et donc, avec Jean-Louis, on avait la responsabilité et l'animation de l'écosystème qui s'appelle Biosanté, donc dans lequel on retrouvait notre plateforme et puis les différents thèmes de recherche. Hein, vous l'avez sur voilà. Donc à l'UBS, il y a quatre écosystèmes voilà, de recherche et d'innovation. Donc nous, on se situait alors dans celui-là qui s'appelait Environnement, Santé, Handicap. Donc, ces écosystèmes vont peut-être être amenés à évoluer. Voilà, avec la nouvelle présidence. Et donc, nous, on animait dans cet écosystème la partie biosanté.
Voilà, donc on avait imaginé, alors peut-être que c'est peut-être un peu petit sur votre écran, mais voilà, l'idée sur ce poster, alors que vous avez peut-être vu, c'est que voilà, on proposait de partir de la biomasse. Alors ça peut être de la biomasse algale ou des plantes ou des coproduits, hein, pourquoi pas, ou une biomasse animale. Donc il y avait une étape de récolte. Après, il y a une étape de pré-traitement, hein, donc tout ce qui est destruction, broyage, texturation. Aussi une étape de séchage, hein, puisque le site de Pontivy a vraiment des compétences sur cette thématique-là. Là, voilà, donc séchage. Donc, je vous montre en fait le découpage du poster. Après, donc ça, c'est des choses que à la fois le campus de Pontivy peut réaliser, hein, notamment, je pense que Marie pourra amener des compléments. Et puis, c'est des choses aussi qu'on sait faire sur Vannes, c'est-à-dire l'extraction assistée. Alors, nous, on fait par enzyme, on le fait un petit peu par ultrason aussi. On a eu des projets avec des extractions assistées par micro-ondes. Et sur le site de Pontivy, vous avez des extractions assistées par ultrason aussi sur des gros volumes et également de l'extraction assistée à haute pression. Donc, il y a ces compétences-là. Il y a aussi ce qu'on appelle le PEF. Alors là, on est sur des extractions. Non, il y a le PEF, mais c'est dans des... Je ne suis pas une grande spécialiste, mais c'est à travers des fluides, on va dire, électriques. Je le fais simple. Et puis, il y a également de la DIC. Donc, on est sur d'une extraction aussi assistée particulière. Donc là, peut-être Marie elle pourra donner quelques exemples. Donc voilà, des extractions assistées. Donc sur les deux campus, on est bien complémentaires. Après, donc il y avait tout ce qui est méthanisation qui se fait beaucoup sur le campus aussi de Pontivy, tout ce qui est hygiénisation et le retour au sol. Donc ça, c'est vraiment des compétences sur le campus de Pontivy. Et donc, nous, ce qu'on propose sur Vannes, alors ça arrive un petit peu en fin de chaîne de valeur, c'est l'évaluation en fait le dosage des molécules, des différentes molécules d'intérêt, leur caractérisation et puis aussi l'évaluation d'activité biologique, hein. On recherche des molécules d'intérêt donc pour la santé humaine en alimentation, donc plutôt les protéines, mais également tout ce qui est polysaccharides comme soit agent texturant ou alors comme molécule antibactérienne, antivirale, hein. On a plusieurs modèles de virus de type herpès. Tout ce qui est des applications cosmétiques également. Donc ça, c'est des choses qu'on sait faire sur le campus de Vannes. Et donc la diapo d'après, voilà, alors c'est petit. En fait, on a cette diapo-là, si vous vous connectez sur le site de Vannes avec le QR code qui viendra juste après, vous pouvez retrouver toute l'offre de services, hein, de compétences, à la fois sur le site de Vannes et sur le site de Pontivy. Donc le voilà, avec le QR code, vous accédez finalement à tout, voilà, tous les appareillages, tous les types de dosages qu'on fait ou les activités biologiques qu'on peut réaliser. Voilà, donc j'ai mis ton contact, Marie, parce que bon, suite au décès de Jean-Louis, je trouvais que finalement c'était peut-être toi la personne la plus efficace pour répondre aux questions. Voilà, après il y a effectivement les chercheurs de l'IRDL comme Virginie Boy et Thomas Landormy. Mais voilà, sur des grosses prestations, je pense que c'est intéressant que ça passe par Marie et puis par Prodiabio. Voilà. Marie, J'espère que ton téléphone est débloqué. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole ou ajouter quelque chose. Ton micro, je veux dire, est débloqué, pardon. Oui. Bonjour à tous, donc Marie Furic de la plateforme de transfert de techno Prodiabio à Pontivy. Donc merci Nathalie de m'avoir mis en contact. Donc effectivement, n'hésitez pas à me contacter. Donc vous avez toute la liste, le QR code qui permettra de remonter vers les équipements. Donc pour les PEF, c'est des champs électriques pulsés. Donc c'est pour faire voilà. Je suis en TP, hein, je gère TP et la visio là, donc c'est vrai que. Voilà, donc faire de l'électroporation dans des membranes cellulaires pour faire de l'extraction de composés d'intérêt. Et la DIC, donc c'est la
détente instantanée contrôlée. Donc l'idée là, c'est d'appliquer en fait pression, température par de la vapeur sur un produit et derrière de faire une détente de façon quasiment instantanée qui va permettre en fait donc la vapeur qui rentre dans le produit va vaporiser une partie de l'eau du produit et derrière qu'on va venir faire la détente, on va venir capter l'eau, la vapeur introduite et la vapeur formée pour pouvoir faire l'extraction de composés. Donc il y a un effet thermique sur les cellules, il y a un effet thermique et mécanique de par la détente. Voilà ce que je pouvais rajouter. N'hésitez pas à me contacter. Donc vous avez mon mail dans la présentation. Merci Marie et merci Nathalie. Vu que j'ai découvert comment débloquer les micros, je voulais juste préciser à Eni Léa que j'avais aussi débloqué leur micro. Je sais que tout à l'heure, ils ont été interpellés par Odile sur le projet Fair Change, je crois. Donc voilà, si vous voulez intervenir peut-être on va passer la parole à Marie Epp, mais enfin, si vous voulez intervenir, vous pourrez le faire. Du coup, Marie, donc d'In Extremis, je te passe la parole pour ta présentation. Oui, merci. Bonjour à toutes et à tous. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ouais. Ouais, ok, parfait. Donc je me présente, je suis Marie, je suis la fondatrice d'In Extremis. In Extremis, c'est une entreprise qui a un double engagement à la fois. Juste Marie, on est en mode présentateur. Enfin, on voit comme toi en fait les diapos, les notes. Enfin, je sais pas. Je sais. C'est peut-être pas gênant d'ailleurs, mais juste pour te prévenir. Peut-être qu'au lieu de partager ton écran, tu devrais partager juste la presse. Parce que là, bah non. Là, c'est parfait, ouais. Merci. Si, c'est bon? Ok. C'est parfait. Ok, bon, excusez-moi. Du coup, je suis Marie, je suis la fondatrice d'In Extremis, une entreprise qui lutte à la fois contre le gaspillage alimentaire et qui souhaite proposer une alimentation plus saine et plus nutritive. Dans chacun de nos produits, comme vous le voyez à l'écran, on valorise des coproduits ou des pertes. Donc, c'est ce dont je vais parler aujourd'hui. Alors, je vais être peut-être moins scientifique que toutes les autres personnes qui ont parlé juste avant, mais si vous avez des questions, n'hésitez pas. Nous, du coup, on fabrique, on commercialise à la fois des biscuits, mais aussi des infusions qui contiennent tous au moins 30% d'ingrédients revalorisés, donc des pertes ou des coproduits, comme je le disais. On est distribué en réseau spécialisé bio et vrac, ainsi qu'un petit peu, on démarre sur la restauration hors domicile, donc tout ce qui va être hôtel, café pour nos biscuits, ainsi que la restauration collective, donc pour les cantines scolaires. Ça nous permet de pouvoir sensibiliser un public plus jeune et c'est assez intéressant. Au cours du développement, j'ai rencontré plusieurs problématiques et challenges. La création de filières de revalorisation de pertes et de coproduits en alimentation humaine. On a pu le voir jusqu'à présent, mais voilà, ça demande des contraintes et une certaine rigueur en termes de sanitaire et de qualité. Et aussi, derrière, développer des produits qui sont composés de ces pertes et de ces coproduits. L'objectif aussi, on a pu en parler un petit peu, c'était de faire accepter auprès des consommateurs des produits qui étaient upcyclés, je mets ça entre guillemets parce que c'est encore un terme qui est très peu connu en France. Donc on dit plutôt développer dans une démarche anti-gaspi, mais le terme anti-gaspi peut aussi faire connotation à un déchet. Donc il y a vraiment une démarche de communication, de pédagogie à faire auprès des consommateurs quand on s'embarque dans une démarche comme celle-ci qui est assez importante pour les rassurer et leur expliquer un peu en toute transparence et authenticité l'envers du décor et qu'est-ce qui compose les produits qu'on leur propose. Donc j'ai séparé la slide là en deux parties. La première sur la création des filières de revalorisation des pertes et de coproduits, donc qui a été finalement la première étape que j'ai entrepris. L'entreprise est créée depuis 2020, mais cette étape, je l'ai entrepris en 2019. D'abord, il y a
eu besoin d'identifier toutes les boulangeries potentielles qui faisaient face au gaspillage alimentaire et de réussir aussi à les convaincre, parce que ça, c'est une grosse étape, c'est-à-dire que potentiellement certaines utilisent la méthanisation, d'autres utilisent la revalorisation de l'alimentation animale, et c'est des méthodes qui leur vont bien, sur lesquelles ils ont des habitudes, leurs salariés ont aussi des habitudes, et du coup, essayer de les convaincre à améliorer l'impact des pertes que parfois ils ne peuvent pas éviter en les valorisant en alimentation humaine, ça demande une certaine force de conviction, si je puis dire, parce que ça leur demande aussi beaucoup plus de contraintes sur le plan sanitaire et de qualité alimentaire. Ensuite, il a fallu tester pas mal de procédés de transformation, puisque en fait, nous, le pain, aujourd'hui, on l'utilise sous forme de poudre. Donc, en fait, on le sèche, on le broie en fine chapelure, qui est un peu plus épaisse qu'une farine de blé, qui apporte une texture un petit peu croustillante, sableuse en bouche. Mais il y a quand même une étape de transformation entre le pain qu'on collecte et le pain qu'on utilise dans nos biscuits. Donc, on a testé différents types de procédés, que ce soit en partant de la collecte, du transport, donc tout l'aspect logistique, et ensuite la transformation de pain en poudre de pain. Donc ça a pris pas mal de temps, et puis il a fallu évidemment l'améliorer et l'adapter d'un point de vue HACCP pour une revalorisation de l'alimentation humaine. Ensuite, on a mis en place, en collaboration avec les boulangeries partenaires et avec leur service qualité, des processus de tri et de collecte qui répondent à ces contraintes de revalorisation de l'alimentation humaine. Et puis, mise en place aussi du process de séchage et de broyage qu'on avait validé en amont auprès d'un partenaire de transformation qui se trouve à proximité des boulangeries auprès de qui on s'approvisionne aujourd'hui. Et la particularité de tous nos produits et de notre marché, c'est qu'on s'adresse au marché bio. Donc, évidemment, il fallait aussi faire obtenir la certification bio de cette filière. Donc, ça a pris un peu de temps parce qu'il a fallu certifier de la collecte jusqu'au conditionnement de la poudre de pain. Donc, en plus de toute la démarche qualité HACCP, la certification bio a demandé aussi d'autres contraintes, rien que sur le fait aujourd'hui, du coup, vous le devinez, on revalorise uniquement des pains bio. Ensuite, une fois qu'on a les filières de revalorisation qui sont en place ou qui sont dans un état assez avancé, il y a eu le besoin et la nécessité de développer des produits qui sont composés de ces ingrédients-là, parce que j'ai pas. Alors, c'est peut-être une question que vous vous posez, ou peut-être pas, mais en tout cas, je vais détailler, mais on n'a pas voulu proposer juste un ingrédient parce que c'est un marché qui est encore tout niche, ou alors on aurait pu le proposer en B2B si une entreprise avait déjà essayé auparavant. Et la complexité de la démarche anti-gaspi, ou en tout cas de la revalorisation, c'est que ça a un coût. On n'est pas sur un panier de fruits et légumes moches, on est sur, vous le pensez bien, entre tout l'aspect logistique, transformation de pain en poudre de pain, ça a un coût. Et aujourd'hui, la poudre de pain nous coûte plus cher qu'une farine de blé. Et s'adresser à un public professionnel, type restauration ou ce genre de choses, pour utiliser notre poudre de pain comme de la farine, à l'heure actuelle, c'est encore un marché qui est assez réticent sur l'aspect prix, tout simplement. Donc, on avait vraiment envie de continuer d'apporter de la valeur à cet ingrédient, en le transformant en un produit final prêt à consommer pour le consommateur. Donc, c'est là qu'est venue l'idée du biscuit. Et pour ça, on a testé diverses moutures de poudre de pain. Donc, dans l'étape de broyage du pain, on a testé diverses moutures pour le transformer en biscuit. On a aussi testé un bon nombre, il y a eu pas mal de ratés, de ratios entre poudre de pain et de farine de blé, parce que la poudre de pain est un substitut partiel uniquement, étant donné que le pain était cuit, toutes les liaisons protéiques, gluténiques, etc., ont été rompues. C'est des ruptures qui sont irréversibles, et du coup, il nous fallait de la farine de blé qui puisse apporter cette texture, cette tenue à la pâte, qui, une fois que le biscuit est cuit, apporte un biscuit qui se tient et qui répondent finalement aux mêmes enjeux qu'un biscuit sec traditionnel qui est composé 100% de farine de blé. Ensuite, il a fallu valider les recettes d'un point de vue organoleptique. Donc pour ça, on a fait appel à un panel de consommateurs assez large auprès d'écoles d'ingénieurs agroalimentaires. Donc ça a été aussi bien des étudiants que des professeurs, des chercheurs, du personnel de l'école, etc. Et ensuite, autre gros challenge, trouver un partenaire de fabrication.
moi, j'ai créé une extremis, j'ai peut-être pas été au bout de ma présentation, mais je suis ingénieure agroalimentaire de formation et j'ai créé une extremis vraiment pour essayer de lutter contre le gaspillage alimentaire dans divers secteurs et pas uniquement du biscuit. Donc, j'avais pas vocation à internaliser la production et une chaîne de production de biscuits. Donc, il a fallu trouver un partenaire de fabrication. Et là, c'est un autre challenge, un petit peu comme pour trouver des boulangeries qui acceptent de revaloriser les pains en alimentation humaine. Là, il faut trouver un partenaire de fabrication, une biscuiterie qui accepte de travailler un nouvel ingrédient, un ingrédient qu'ils ne connaissent pas, sur lequel il peut y avoir des réticences aussi bien sur le process de fabrication que sur les allergènes potentiels, l'aspect qualité en amont. Donc ça a demandé pas mal de temps et de force de conviction aussi. Et enfin, comme je le disais tout à l'heure, éduquer et communiquer auprès des consommateurs pour leur expliquer la démarche, expliquer que c'est fabriqué dans une démarche anti-gaspi, mais que ça répond à tous les critères d'hygiène et de qualité. Puis en perception en bouche, on a la texture un peu sableuse, un peu granuleuse dont je vous parlais tout à l'heure, qui apporte une texture aussi différente des biscuits traditionnels qu'on peut trouver sur le marché. Et puis essayer de sensibiliser à la réduction du gaspillage alimentaire de manière plus globale. Du coup, aujourd'hui, en termes de revalorisation, pour ce qui est de nos biscuits, donc on a une gamme de biscuits plutôt orientés petit déjeuner et encas et une gamme plutôt orientée apéritif. On a valorisé presque 9 tonnes maintenant de pain bio, donc qu'on dit invendu à cause de défauts d'apparence. Nous, on est sur il existe différents types de pain. Nous, on est vraiment sur les pains entre guillemets moches ou déclassés, comme c'est le cas pour les fruits et légumes. Puisqu'on travaille avec des boulangeries qui sont à l'échelle semi-industrielle, donc on va être sur des pains qui ne répondent pas au cahier des charges du client à cause d'une mauvaise cuisson, une mauvaise fermentation, une mauvaise forme du pain. On valorise également le son de blé dans nos recettes, puisqu'on est sur une alimentation santé et nutritive, et du coup on apporte des fibres dans chacune de nos recettes de biscuits. Donc on a valorisé 1 tonne jusqu'à présent. Et on fait aussi du coup des infusions. Donc je suis allée peut-être un peu moins sur les filières de revalorisation. On a parlé d'ailleurs d'écosses de cacao tout à l'heure, mais on a 2 infusions, dont une dans laquelle on revalorise aussi l'écosse de cacao. On a agrémenté ça d'épices, cannelle et gingembre, et du coup on propose ça aussi bien dans de l'eau ou dans du lait pour une version chocolat chaud épicée. Jusqu'à présent, les cosses de cacao sont beaucoup utilisées en paillage ou en jardinage. Et du coup, c'est vrai que ça a une folle odeur de chocolat. Et donc, c'est bien dommage, surtout quand on sait l'impact de la fabrication de chocolat, de ne pas le revaloriser en alimentation humaine. Et dans nos infusions, on revalorise aussi le marc de pomme. Il existe aujourd'hui plusieurs filières de revalorisation, aussi sous forme de farine qui apporte pas mal de nutriments et notamment des fibres. Nous, on l'utilise vraiment en morceaux. On voit encore les pépins, les pelures de pommes, etc. Et en fait, on l'utilise dans nos infusions parce que ça apporte le goût naturel du sucre, du fruit, et ça vient apporter cette douceur et cette rondeur dans chacune de nos infusions. Donc, pour ce qui est de nos biscuits, on a entre 20 et 25% de poudre de pain selon nos recettes. Et vous voyez juste en dessous écrit 100 kg de biscuits égale 25 à 30 kg de pain sauvé du gaspillage. Donc on a ce petit delta, tout simplement comme le pain est séché, on perd un petit peu forcément l'eau du pain quand la poudre de pain est séchée, mais voilà un petit peu notre impact en termes de revalorisation de pain. Et sinon, sur nos infusions, la première est composée à 74% d'ingrédients revalorisés. On a d'ailleurs obtenu l'année dernière le trophée Natexpo Or sur la catégorie boisson, et c'était un peu une fierté parce que ça nous a permis aussi de montrer que on peut se démarquer avec un produit qui a du sens, qui a un impact positif avec autant d'ingrédients revalorisés dans cette recette-là, qui a su convaincre des experts de la catégorie boisson. Donc c'est une distinction dont on est fier pour la démarche de revalorisation de coproduits, et l'estival sur laquelle du coup on revalorise 35% d'ingrédients revalorisés. Donc voilà, je ne sais pas si vous avez des questions, n'hésitez pas, que ce soit sur nos produits ou sur notre démarche, je pourrais y répondre avec plaisir. Je vous mets aussi mes coordonnées au cas où. Merci beaucoup, Marie. Je regarde s'il y a des questions, juste une seconde. Où trouve-t-on les produits in extremis, Marie? Alors, on a, vous voyez le site internet d'Affiché, on a une boutique en ligne, et sinon sur le site, vous avez une page où nous trouver avec une petite carte et tous nos points de vente.
On est notamment en magasin bio. Nous, on est basé dans le Grand Est, donc on est pas mal chez Naturalia, Sobio Bio, c'est bon. On commence à être aussi dans de plus en plus de Biocoop sur la région Île-de-France, sur Paris. Super. Merci à toi. On arrive à la fin de ce webinaire. Du coup, on va conclure. Je vais passer la parole à Elisabeth, qui est la directrice de l'Institut Carnot Agri-Food Transition, donc Elisabeth Pailleux. Juste avant de la laisser conclure, je vous rappelle que vous allez recevoir un lien vers un questionnaire d'évaluation du webinaire. Et je vous remercie d'avance de compléter ce questionnaire. En échange, on vous enverra évidemment toutes les présentations qui ont été faites, tous les supports de présentation qui ont été faits ce matin, et évidemment le lien vers le replay. Je crois que je ne partage pas correctement mon écran. Alors, déjà, merci à tous les intervenants pour leur présentation et puis aux participants qui étaient là présents ce matin. En conclusion, on a bien fait un petit tour de la question avec à la fois différentes filières représentées, différentes voies de valorisation possibles également. Moi, ce que j'en retiens de ce matin, c'est qu'on a, notamment dans plusieurs interventions, c'est ressorti qu'il y avait bien sûr les aspects technologiques et les aspects réglementaires qui étaient essentiels. On a bien senti que les notions d'organisation, d'empreinte sur le territoire étaient aussi des points très, très importants. Et un terme qui est revenu de temps en temps, et notamment dans la dernière présentation d'ailleurs, qui était la capacité à convaincre. Et on sent que aussi il faut certes de l'énergie, de l'engagement, et puis trouver j'allais dire les leviers qui font qu'on va pouvoir faire accepter des nouveaux produits. On l'a entendu aussi avec la présentation d'Actalia sur le projet Fairchain, par exemple. Donc ça, c'était des éléments qui me paraissaient importants de souligner. Je voulais aussi vous rappeler que ce matin, il y a plusieurs équipes du Carnot Agri-Food Transition qui se sont mobilisées. Mais sur cette carte, vous voyez qu'il y a 17 composantes et on a entendu au travers des présentations, par exemple, si on parle de fertilisation, eh bien, on peut faire appel à la BGNOV, on a parlé d'alimentation animale, on peut par exemple faire appel aussi à des aliments. Enfin, en fait, l'approche du Carnot Agri-Food Transition, dont je rappelle que c'est finalement un label qui est attribué à ces 17 équipes qui ont décidé de travailler ensemble sur un sujet phare qui est système alimentaire durable pour la santé humaine et pour l'environnement. Donc, on est bien dans ce cadre-là aussi. Je voulais aussi rappeler, reprendre ce qu'a dit Marie sur l'upcycling. Donc, upcycling, nous, on l'a bien mis dans notre stratégie, ce terme-là, désormais. Et enfin, je voudrais conclure pour dire que dans ces 17 équipes qui représentent plusieurs filières, plusieurs compétences transversales, on a la chance d'avoir à la fois des unités de recherche académique et des centres techniques, vous les avez vus ce matin, et que notre rôle, c'est typiquement, en tant que Carnot, nous, d'organiser ce type d'événement pour que vous puissiez accéder et aux compétences et aux outils qui sont disponibles auprès de nos équipes de recherche, et nous, on facilite la mise en relation. Alors, ça peut passer par nous, avec bien sûr Françoise, qui est à la manœuvre sur ce type d'événement, mais vous pouvez aussi bien sûr vous adresser directement aux équipes si vous avez une problématique précise. L'intérêt du Carnot, c'est que nous, on a accès, je dirais, aux 17 équipes. Et puis, si en plus des questions ne sont pas traitées, on a carrément le réseau des Carnots pour des sujets, j'allais dire, peut-être annexes et qui ne sont pas chez nous. Voilà, donc merci encore à toutes et à tous d'être restés. Je dirais qu'on est à 11h59, donc on est pas mal. Et puis comme c'est quand même aussi, c'est un travail de toute l'équipe du Carnot d'organiser ce type de webinaire, mais je vais redonner la parole à Françoise, qui a longtemps été à la manœuvre pour la mobilisation de ces intervenants. Je vous souhaite à tous une bonne journée. Je remercie les intervenants et je remercie aussi les participants de nous avoir fait confiance. On revient vers vous rapidement, du coup, avec les supports de présentation et le replay. Et n'hésitez pas à nous contacter, avec les coordonnées aussi de chaque intervenant. N'hésitez pas à nous contacter si vous avez des questions. Bonne journée. Au revoir. Au revoir. Au revoir.